Ouais, salut les amis, petite vidéo, vous me voilà dans le coin de mon enfance, voilà, c'est là où j'ai grandi. Il faut savoir qu'ici, avant, c'était un énorme marécage. Parce qu'à côté, il y a la Moselle qui passe, et il y a le canal à côté. Voilà, derrière, juste derrière cette autoroute, vous la voyez pas, mais qui est hyper bruyante. Elle est hyper bruyante, cette autoroute. Et avant, elle n'existait pas quand j'étais petit. Donc c'était vraiment un lieu paisible. Là, on retrouve des vieilles pierres. Il faut savoir qu'ici, au Moyen-Âge, c'était un lieu d'échange commerciaux. Tout a été détruit. Il faut savoir que, comme beaucoup de petits bleds, comme beaucoup de petites villes, on a détruit les choses du passé. Parce que le c'était mieux avant, ça plaît pas beaucoup. C'est une phrase qui plaît pas beaucoup. Donc, on détruit tout ce qui n'est pas utile, on va le détruire. On a gardé qu'une tour. Voilà, une tour qui servait à l'époque de tour de guet, on va dire, au Moyen-Âge. C'était une tour du XIIe siècle qui servait pour voir ce qui se passait un petit peu dans les horizons. Cette tour, c'est la seule chose qu'ils ont gardée, on va dire, parce que pour des raisons techniques, parce qu'elle servait d'émetteur au bout d'un moment, ils en avaient besoin pour plein de choses. Donc c'est juste pour ça qu'ils l'ont gardé, la tour. Mais sinon, tout a été détruit. Voilà, donc il n'y a plus aucun vestige du passé. C'est comme énormément de villes en France, on détruit tout. Alors les archéologues vont essayer de préserver des choses dans le monde entier. En Égypte, au Pérou, peu importe dans quel pays, je sais pas trop. Mais en France, tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout du patrimoine français. T'as qu'à voir aussi les églises qui ont été pour la plupart désacralisées pendant la Révolution et qui deviennent des lieux des lieux touristiques, complètement désacralisés, donc qui ont perdu toute leur âme, on va dire. Bref, là n'est pas la question. Je vais vous parler des mégalomanes. Voilà, ce qu'on appelle le délire de grandeur ou la mégalomanie. Alors elle va quasiment de pair avec l'artiste. C'est quasiment beaucoup d'artistes sont mégalos. Il faut le savoir, les amis. Et je le dis, c'est pas d'une manière péjorative. C'est juste que cette mégalomanie dans l'art et chez les artistes les plus connus, on va dire, surtout chez les artistes les plus connus. Après, on peut effectivement faire de l'art en étant complètement détaché de sa personne. C'est même vivement conseillé. Mais c'est très compliqué parce que la mégalomanie, c'est souvent un manque d'estime de soi-même. Voilà, c'est souvent qu'on a besoin d'amour. On a manqué d'affection. Peut-être dans sa jeunesse, on a manqué d'écoute. On a manqué d'amour, donc on essaye par n'importe quel moyen d'exister. Donc, et ça peut devenir vraiment obsessionnel au point de vouer un véritable culte à sa personne. Je n'irais pas dire sa petite personne, parce que c'est un mot que j'aime pas, parce que pour moi, on a notre importance, l'être humain, tout a la même importance en fait. Voilà. Il n'y a pas un élément dans l'univers pour moi qui serait d'une manière, on va dire, hiérarchique, inférieure à une autre. Je suis un peu comme dans l'hindouisme, je considère toutes les choses dans l'univers comme des sortes d'incarnations, toute forme de vie, et puis qu'au final, une intelligence, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit mue par quelque chose de végétal, animal, enfin bref, ça reste quand même des choses qui font partie de la terre, on va dire, de la vie. Donc je vois pas pourquoi il y aurait cette sorte de classification ou quoi que ce soit. Pour moi, on a tous le même, on a tous un rôle sur Terre. Bref, après on va rentrer dans de la métaphysique. C'est pas le but de la vidéo. Donc le mégalo, il a son importance. Je sais plus qui c'est qui disait le fêlé. Le fêlé, j'aime bien les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Et en fait, les mégalos, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le mégalo, par son délire de grandeur, il va laisser percevoir des choses qui nous ont peut-être échappé.
Et il va synthétiser, on va dire, toutes les choses qu'on a en nous et toutes les choses qu'il aperçoit, qu'il perçoit, tout ça, il va le prendre en lui, on va dire, et il va le faire rayonner autour de lui. Alors, ils sont souvent critiqués, les mégalos. Hein, je pense notamment à Salvatore Dali, on va dire, ça c'est l'archétype même du mégalo, de l'artiste mégalo. Je parlais des peintres. C'est vraiment l'archétype, lui-même ne s'en cachait pas. Ça a été son business, on va dire. Il faut savoir que c'était avant tout un businessman. Et donc cette mégalomanie, on va dire, moi je la considère un peu comme de l'hindouisme. En une personne, on arrive comme une forme d'avatar, au fait, à synthétiser l'univers, en fait. C'est avec mes mots à moi, donc je vais peut-être un peu exagérer les expressions, mais ces gens-là synthétisent à leur façon, à leur manière, ce qu'on appelle un peu les fêlés, les fadas, les mégalos, tout ça, ce qu'on considère un peu comme des êtres tournés vers eux-mêmes. Et je vais venir par vous dire que c'est peut-être pas forcément vrai ce qu'on pense de eux. En fait, ces gens-là, en étant tournés vers eux-mêmes, soi-disant, ils se tournent, sans le vouloir, ils se tournent vers l'extérieur. Voilà. Donc, le mégalo dans l'art, il a son importance. D'ailleurs, on en parle beaucoup, parce qu'il touche énormément de personnes. Parce que par son attitude, par son pouvoir artistique, il arrive à faire résonner des choses en nous. Il répond à beaucoup de questions, en fait, qu'on se pose, et qu'on a peur de se poser, qu'on a peur par le carcan social, par justement ce fameux mais dans l'univers t'es rien du tout, c'était qu'un grain de poussière, tu vois, dans cette manière de raisonner un petit peu comment dire, écrasante. L'être humain qui possède finalement en lui tout le cosmos, hein, parce qu'il paraît qu'on est de la poussière d'étoiles, donc en nous on a peut-être tout le cosmos, il est bloqué en fait. On est bloqué par énormément de choses. On ne peut pas s'exprimer exactement comme on veut. On le voit, de toute façon, tous les jours. Hein, tu le vois très bien, tout le monde le sait. Que nos intuitions, nos instincts ne peuvent pas librement s'exprimer. Il y a quelque chose de sociétal derrière. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne suis pas là pour juger, mais il y a quelque chose qui fait que il y a une sorte de carcan, une sorte de chape de plomb sur nous, qui fait que on ne peut pas vraiment s'exprimer. On ne peut pas vraiment être qui on veut, et souvent on s'imagine être comme ça, on s'imagine vouloir être, et on est souvent attiré aussi par des personnages historiques, parce que qui étaient souvent mégalos, parce qu'ils portent en eux toute la... Enfin, ils incarnent en fait, tout ce qu'on aurait peut-être voulu être, voilà. Ils arrivent à transcender, on va dire, le carcan sociétal, et ils arrivent par leur pouvoir leur charisme, ou peu importe, hein, leur pouvoir de dissuasion, ils arrivent à faire entrer en jeu leur mégalomanie. Voilà, je pense notamment aussi au roi égyptien, là, vous savez, Akhenaton, comment il s'appelait, Ramsès, tout ça, c'était des rois mégalomanes, mais qui, s'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu société, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en eux, ils synthétisent toute l'incarnation terrestre, on va dire, toute l'incarnation de la société. Voilà. Par exemple, quand il y a une bataille, on va dire la bataille contre les Hittites, qui s'est déroulée dans l'Antiquité, Ramsès contre les Hittites c'était les Turcs, on va dire, de l'époque. On va dire Ramsès se représente sur un char, voilà, un immense Ramsès sur un char en train de détruire toute l'armée hittite. Et derrière l'armée représentée en tout petit, parce que en fait en faisant ça, bien sûr c'est très mégalo, mais en même temps ça prouve son pouvoir, ça prouve que son intelligence, son pouvoir, enfin ça prouve que tu peux lui faire confiance quelque part. Sa mégalomanie, c'est une forme de pacte, on va dire, gravé sur les murs,
et qui prouve que son pouvoir n'est pas volé, quoi. D'ailleurs, il le marque même sur les murs, quoi. Il s'en cache pas, quoi. Et derrière, j'irais dire, si les gens, je peux me clapper, si les gens, ils sont, on va dire, s'ils sont satisfaits, ils vont valider. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, comment dire, je peux dire, j'accepte cette mégalomanie parce qu'elle est indissociable, on va dire, au pouvoir du souverain, et en plus elle est exemplaire, d'accord? C'est de la mégalomanie exemplaire, donc je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça de la mégalomanie, mais si maintenant elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas méritée, forcément il y aura des dégâts, quoi. Il y aura le peuple qui va s'insurger, il va se passer quelque chose. Voilà, donc la mégalomanie, le mégalomane est un personnage important dans chaque société, dans chaque prise de pouvoir, civilisation. Il y a eu des mégalomanes, ça c'est comme ça, c'est eux qui vont synthétiser, on va dire, l'intelligence on va dire actuelle, qui vont synthétiser le pouvoir actuel, ils vont porter en eux toute la problématique, on va dire, et toute la réussite, tout le succès de la civilisation. Et pour l'artiste, c'est la même chose. Tu prends le cas, Salvatore Dali, par exemple. Lui, traité de mégalo, ce qui n'empêche pas qu'il a eu beaucoup d'admirateurs. Moi, je suis allé visiter le musée à Figueras en avril. Le musée est blindé. Et ce qu'il fait, c'est quasiment, c'est de l'autoportrait. C'est sa femme, Gala, qui est dépeinte dans toutes les coutures, dans toutes les positions, hein, dans tous les états d'être, même dans celui de la décomposition, presque, on va dire. Donc il représente sa femme, aussi dans ses œuvres. Mais lui, c'est vraiment l'élément central. C'est vraiment l'élément central de son œuvre, tu vois. Donc, en faisant ça, il se considère lui-même comme faisant partie de l'univers. Il s'en cache pas. Il n'a pas honte, il n'a pas peur de s'intégrer dans l'univers. Voilà. Contrairement à certaines personnes complètement dénuées de mégalomanie, ou certaines sociétés, je pense notamment aux certaines sociétés asiatiques, où la mégalomanie n'est pas très exprimée, on va dire, parce que c'est des sociétés fourmilières, un petit peu, c'est des... où avec énormément de conformité, de conformisme, là on voit pas trop de mégalos, en fait, d'accord. Alors de temps en temps il y a un dirigeant mégalomane, mais ça c'est voilà. Mais je veux dire, les individus ne se permettent pas cette mégalomanie. Et c'est pour ça que c'est important de laisser faire les mégalos, de les laisser s'exprimer, de les laisser vivre, même s'ils peuvent déranger, mais ils ont quelque chose d'attachant aussi, parce que ils se permettent des choses, et ils se disent pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi moi je pourrais pas aussi m'intégrer dans quelque chose d'important. Est-ce que voilà, donc c'est un délire de grandeur complètement. Ça peut être délirant des fois. Ça peut être complètement délirant. Après, bien sûr qu'il y a des cas psychiatriques aussi. Il y a des gens qui sont certainement malades, qui sont mégalomanes au point de toucher la folie. C'est pour ça qu'il faut les laisser s'exprimer, les mégalos. Voilà. Le mégalo, moi on m'a déjà dit, t'es mégalo. Moi je sais qu'on m'a déjà dit dans ma peinture, il y a des fois, tu te représentes. Bon, j'ai pas l'impression là, mais bon, il y a des gens qui m'ont dit ça. Et on a l'impression que t'es un peu mégalo. J'ai dit c'est vrai, il y a peut-être des moments où j'ai représenté cette mégalomanie parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de m'exprimer. Et j'étais fier de moi à ce moment-là. J'étais content de ce que j'entreprenais. Et j'avais besoin de l'exprimer de cette manière pour être entendu ou pour être vu. Bon allez, ciao.